Bonjour à toutes et à tous. Oui, une conférence en fait qui pose la question, qui est même la raison d'être de ce bâtiment aujourd'hui, ouvert depuis juin 2019, la Cité de l'économie. Nous devons rendre en fait l'économie accessible à tous, c'est notre mission. Alors tous, c'est à partir de 6 ans. On fait un petit pas de côté de temps en temps avec des spectacles de contes et comédiens à partir de 5, mais en dessous, on n'y va pas encore, je tiens à le dire. Mais du coup, on vous accompagne normalement jusqu'à la mort. Parce que c'est comme ça, il n'y a plus de limite d'âge après. Voilà, c'est ce qui rassure une partie des gens, évidemment, c'est tout le principe. Et ça participe en fait d'un mouvement de fond qui a vraiment débuté au tournant des années, milieu des années 2000, 2005, 2008, où on a commencé à faire des sondages, des études pour connaître le niveau de connaissance des populations. La note moyenne des Français à l'époque était de 9,5 sur 20. Donc il y a un enseignant qui est avec nous et là c'est pas très bon, 9,5 sur 20 en connaissance. Mais c'est surtout en fait une autre problématique, c'est comment pouvoir parler d'économie, qui est un sujet qui traverse notre quotidienneté, qui est un sujet qui est l'objet des discussions, des apéros du samedi soir, des déjeuners du dimanche midi, mais également on va dire des médias qui traversent aussi tout le degré d'expertise en sciences humaines et en sciences économiques. Et on s'est dit comment lancer cette question en essayant de composer un plateau hétérogène d'acteurs qui vont travailler ou travaillent en fait à essayer de vulgariser, démocratiser cette question des sciences économiques qui a été définie à une époque comme une science lugubre, ce qui ne donne pas la chose la plus funky, qui fait au passage au demeurant que, on le dit régulièrement nous à Citéco, quand des parents doivent annoncer à un enfant de 8 ans qu'il va à la Cité de l'économie un samedi après-midi du mois d'avril où il fait 25 degrés, il pense qu'il a passé une mauvaise semaine à l'école et qu'il a dû faire quelque chose de mal. C'est possible. Mais qu'en même temps, quand il est ici, il s'amuse et il prend plaisir. On a en fait ces phases d'apprentissage. Et donc, rendre l'économie accessible à tous, c'est un objet qui demande de comment on rend les choses accessibles, comment on peut les rendre attractives, sympathiques, décalées. C'est ce que nous faisons en fait à la Cité de l'économie, mais nous ne sommes pas les seuls, même si on est une sorte aujourd'hui de gros navire amiral repéré et identifié avec plus de 100 000 visiteurs par an. Et du coup, on s'est dit, posons la question. Et pour ça, on a fait un plateau très hétéroclite. Je vais commencer tout de suite à ma gauche avec Jézabel Couperet-Soubéran, qui est donc chercheuse, enseignante, qui n'est pas, je vais corriger oralement ce qui a été mis sur le site, responsable, mais rattachée, conseillère scientifique à SAC, à l'Institut, qui a été ancienne conseillère scientifique et éditoriale à l'Encyclopædia Universalis. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'était avant ChatGPT, voilà, on va dire ça comme ça, et qui est donc à l'Institut Veblen et qui est aussi à l'école économique de la Sorbonne et très régulièrement en fait peut apparaître médiatiquement et travaille beaucoup à vulgariser, qui édite, on en reparlera après. Juste à sa gauche, Emmanuel Cuny, qui est président en fait de l'AGEF, l'Association des journalistes économiques et financiers, depuis 2017, c'est cela, Emmanuel, qui est un des partenaires de Citéco, au passage, et qui fait chez nous par an 2 tables rondes sur l'actualité économique, qui est aussi journaliste à France Info, qui doit réussir cet exercice improbable en 1 minute 40 de traiter d'un sujet économique quotidiennement, donc pour vous dire la synthèse qu'il faut faire, et qui va aussi travailler à des débats et des éléments. Donc les médias sont quand même un des premiers éléments où on a les échos de cette information. Et puis pour finir le panel, Rémi Janin, qui est donc enseignant agrégé, enseignant en prépa, qui a travaillé sur le projet de conception de la Cité de l'économie en tant qu'expert, qui a sorti un grand cours de l'économie il y a maintenant 2 ans, 3 ans, 2 ans, c'est ça, également. Alors on va faire la pub jusqu'au bout, ça lui fera plaisir, qui est aussi en vente donc à la boutique de la Cité de l'économie. Voilà, je tiens, voilà, il faut le dire. N'hésitez pas à la sortie de cette conférence. Et il fait dédicace, du coup, voilà, c'est l'annonce. Simplement, qui a aussi, et on en reparlera, mis en place un certain nombre de canaux de diffusion, dont une IA qui permet aujourd'hui de répondre à certaines questions économiques, donc qui sort en fait de son rôle d'enseignant pour essayer d'élargir au plus large public ces éléments-là. Et l'objectif donc de ce temps d'échange, c'est qu'on parle à un moment et qu'on garde en fait au moins une dizaine ou un quart d'heure en fait de questions à la fin, pour pouvoir discuter avec vous, parce que si on rend l'économie accessible, c'est qu'on rend aussi la parole en fait à l'auditoire. Donc je vais essayer de garder le timing au plus carré des éléments.
Je vais juste donner une petite statistique, parce qu'il paraît que quand on est économiste, ce que je ne suis pas, il faut toujours quand même avoir une base de statistiques pour donner les choses. Il faut savoir que 56% des Français pensent que l'économie c'est important, mais 74% des Français considèrent qu'ils ne comprennent pas l'économie. Donc ce qui va nous mettre déjà tout de suite les pieds dans le plat de savoir comment on peut la rendre accessible. C'est une étude très sérieuse faite par la Banque de France, donc je ne peux que considérer que la stat est bonne pour le dire. Le premier point revient en fait sur cette importance aujourd'hui qu'on essaye d'accorder à l'éducation économique au-delà en fait peut-être du périmètre scolaire et qui touche à une question presque plus de citoyenneté éclairée, d'éléments de débat. On le voit et on ne reviendra pas sur la situation actuelle et internationale avec quelques droits de douane qui semblent être une passion pour à naître de l'autre côté de l'Atlantique, mais l'actualité économique est une actualité roulante, extrêmement présente dans les discours, dans les dialogues et dans les échanges. Et surtout, c'est comment réussir à sensibiliser, à amener en fait dès le plus jeune âge cette question de compréhension en fait de cette science économique, comment on peut créer en fait presque on va dire un citoyen éclairé. Et on va peut-être commencer avec toi Rémi, parce que les sciences économiques, si on pense en éducation, bah forcément on se dit à quel moment je peux croiser dans ma formation scolaire, dans ma formation on va dire d'élèves, les sciences économiques, bah, c'est en fait au lycée, grosso modo il apparaît, parce qu'on n'en a pas trop avant pour le dire. Et c'est quoi aujourd'hui les défis que tu rencontres pour réussir à enseigner l'économie aux jeunes? Comment on passe? Est-ce qu'on est toujours dans la même méthodologie? Et comment on arrive en fait à parler à cette jeune génération en fait des sciences économiques et de l'économie? Oui. Alors c'est vrai que donc, par rapport aussi à une des accroches que tu donnais, de faire porter la responsabilité des mauvaises connaissances en économie, bah, en fait tout le monde ne fait pas de l'économie jusqu'au bac. Hein. Aujourd'hui, donc, il y a les sciences économiques et sociales qui existent depuis 60 ans, hein, donc depuis 66, et donc en seconde, première, terminale. Avant ça, bah, en fait, on fait de l'économie en histoire géo, et c'est là où je rebondis aussi sur un autre mot. Tu dis, il faut vulgariser la science économique. Non, d'ailleurs, c'est un débat qu'on a eu dans la conception de la cité de l'économie, hein, un débat dès le départ où bon, on n'était pas tous d'accord. Parce qu'économie, vous savez qu'en anglais, il y a deux mots, il y a économie avec un Y, il y a economics. Et ici, en fait, moi, à mon sens, on est dans la cité de l'économie avec un Y. C'est-à-dire qu'on parle d'économie. Et finalement, en fait, quand on arrive en seconde, moi j'ai été prof en lycée, maintenant je suis prof en prépa, ils arrivent avec des questions, certains, c'est quand est-ce qu'on voit la bourse tout de suite, hein, ou alors aujourd'hui, ils voudraient entendre parler du Bitcoin, ou ils voudraient aussi être en prise directement avec les questions de l'actualité. Et c'est pas évident en seconde de tout de suite parler des droits de douane, voilà, c'est un peu technique, hein, etc. Mais ce sont des acteurs de l'économie. Ils ont de l'argent de poche, ils font des choix, ils s'intéressent à l'actualité politique, ils se posent des questions de savoir les impôts, à quoi ça sert, etc. Autrement dit, l'économie avec un Y. Bon, évidemment, la science économique, on a des outils des économistes pour expliquer ça, mais on a besoin de faire de la sociologie, parce que voilà, à une époque, on avait un chapitre sur la consommation, et pour montrer comment, en fait, la consommation, c'est à la fois une question, évidemment, de revenus, de prix, mais aussi une question de préférence. Et dans cette question des préférences, bah, les économistes, souvent, en fait, c'est une boîte noire, les préférences, et en fait, on glisse de la sociologie sur comment, en fait, on fait partie de groupes sociaux qui nous influencent, et puis aussi, on a une socialisation, etc., etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle, et à mon sens, avec beaucoup de raisons, en France, on a choisi, et c'était sous De Gaulle, hein, en 66, de la réforme Fouchet, hein, je n'étais pas né, d'introduire un enseignement de sciences économiques et sociales, c'est-à-dire en fait l'idée de partir de questions qui sont des questions vives, parce qu'il me semble qu'en fait, comment pour rendre l'économie accessible à tous, il faut partir de questions qui sont des questions qui se posent pour le citoyen. Et donc des questions du style, par exemple, évidemment, à quoi servent les impôts, à quoi servent les prélèvements obligatoires, pourquoi y a-t-il une mondialisation ou pas de mondialisation. Moi, je ramène toujours ça, souvent, quand je démarre en fait, le cours, on va finalement, au fondamental, on va se poser la question en permanence en sciences sociales, c'est pourquoi les choses sont comme elles sont et pas autrement. Et parce que c'est ça, et on peut se poser la question, en fait, globalement, sur la monnaie, etc., etc. Donc l'accroche de départ, après, il y a toujours cet enjeu, en fait, de susciter l'intérêt. Et en effet, donc, tu cites des sondages hein, qui ont la valeur, une valeur relative, d'accord. J'allais dire, en fait, je pense que les économistes, on pourrait dire la même chose, en fait, on obtiendrait le même résultat, peut-être, si on interrogeait sur certains sujets un panel d'économistes. Voilà. En effet, oui, comment susciter l'intérêt?
Et je me rappelle des enquêtes auprès des publics potentiels avant que la Cité de l'économie ouvre, 10 ans avant à peu près. On avait ces résultats-là déjà. Et la vraie question, c'est justement, on voit, si vous prenez le parcours, par exemple à l'entrée du parcours, il y a un grille-pain où en fait l'idée, ça a été de reprendre, donc il y a un designer qui a essayé de faire tout seul un grille-pain. Et il est allé jusqu'au bout du projet de manière totalement obsessionnelle. Il a fait lui-même le métal, il a fait lui-même le plastique, il a assemblé, etc. À la fin, il a branché le grille-pain. C'est pas le pain qui a grillé, c'est le grille-pain. Et ça, c'est raconté au début de l'exposition. Et au départ, dans le parcours, c'était marqué avantages comparatifs, Ricardo, etc. Et non, on n'est pas rentré par ça. On est rentré par pourquoi, en fait, on ne peut rien faire tout seul. Et ça, c'est un point essentiel. Et donc ça, c'est intéressant justement de montrer l'importance de la coopération, mais aussi de formes d'intérêt qui peuvent se composer dans l'économie, etc. Et donc de partir d'un exemple, et souvent, en fait, un point de départ qui permet de monter en généralité après. Ouais. Alors après, tu as indiqué, sur la jeune génération, en fait, il y a le souhait de se rattacher à l'actualité parce qu'on sait que c'est le premier son que l'on a. Il y a une chose, et là du coup je vais me tourner plutôt vers Jésabel, c'est qu'il y a aussi on ne va pas dire un décalage, il y a une question de niveau, parce que toi tu enseignes jusqu'en prépa, donc ce qui est déjà un niveau qui est très avancé dans l'analyse, mais les sciences économiques, elles avancent en permanence, on voit que les laboratoires produisent, il y a des rapports, il y a des instituts, c'est une machinerie vraiment à analyser et prendre de la distance. Quelle serait aujourd'hui, du coup, peut-être, on va dire, la problématique pour que cette science qui avance, on peut avoir l'impression des fois que les économistes sont très loin devant par rapport, en fait, au degré d'analyse ou à la façon dont on regarde un peu l'économie. On dirait presque, on avait une discussion hier soir sur les 30 Glorieuses, il y a des fois on a l'impression qu'on regarde encore la société au travers d'un prisme des 30 Glorieuses, alors qu'en fait on est en 2025 et il faut peut-être dire au revoir à cette période. Comment on est, quand on est chercheur, dans ce décalage des fois de ce qu'il y a de la discussion collective, sociétale, par rapport en fait à où vous en êtes, vous, dans les labos, dans les instituts et dans ces avancées? Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Il y a effectivement un gros décalage, je dirais, entre les chercheurs en économie et les citoyens. Ce décalage vient, je dirais, un peu déjà de la façon dont beaucoup d'économistes se représentent leur domaine, leur science, d'accord ? Et justement, ils veulent y voir une science. Et parfois, ils veulent y voir une science beaucoup plus dure qu'elle ne l'est. C'est-à-dire qu'ils ont, beaucoup d'économistes ont envie de voir un peu leur science économique à la façon de la science physique, qui permettrait de découvrir des lois immuables, alors que, bien entendu, l'économie, si tant est que ce soit une science, c'est une science très molle. C'est une science humaine, sociale, qui d'ailleurs devrait, en fait, par sa nature, nous amener à nous tourner beaucoup plus spontanément vers le citoyen. Mais alors il y a peut-être, je ne veux pas faire de la psychologie de cuisine, hein, mais il y a peut-être un petit complexe, si vous voulez, quand même, d'infériorité des économistes à l'égard de scientifiques tels que des physiciens, et donc ils veulent, voilà, ils en font parfois des tonnes. Et le fait de rendre, en fait, le propos accessible à un plus grand nombre, le fait de vulgariser, ça, c'est pas toujours bien vu, en fait, dans la communauté scientifique des économistes. Et c'est pas comme ça dans toutes les matières, hein. Si on prend l'astrophysicien Hubert Reeves, c'est le roi de la vulgarisation. Je pense que parmi les économistes, on peut, alors peut-être, Bernard Maris, qui est malheureusement parti extrêmement brutalement, comme on le sait, mais sinon, il n'y a pas de roi de la vulgarisation, ni de reine de la vulgarisation en économie. Parce qu'il y a cette représentation, alors tout le monde n'a pas cette représentation-là, mais je dirais que la communauté, l'académie, les économistes, l'université n'incite pas du tout, en fait, les économistes à faire de la vulgarisation. Moi qui en fais quand même beaucoup, parce que ça me fait plaisir d'en faire, parce que c'est comme ça que
c'est comme ça que j'ai envie de faire de l'économie, en la tournant justement vers le grand public. Mais je sais le prix que ça coûte en termes de carrière académique. Et je m'en fous, en fait. J'obtiens ma reconnaissance autrement. Mais tout à l'heure, tu m'as présenté comme professeur à Paris 1. Je ne suis pas professeur, je suis maîtresse de conférence. Et je resterai maîtresse de conférence. Pourquoi? Parce que mes travaux sont très largement tournés vers le public. Il m'a toujours été reproché, à chaque fois que j'ai fait des demandes de promotion, de faire trop de vulgarisation scientifique. La vulgarisation scientifique, les économistes académiques n'aiment pas trop ça. Alors ça les rend un peu schizophrènes, cela étant, parce qu'ils reconnaissent bien l'utilité sociale de ça, mais ensuite, eh bien, quand il s'agit de valoriser cela vraiment dans l'académie, c'est une autre histoire. Donc voilà, je pense qu'il y a dans la question que l'on pose, pour pouvoir répondre oui, en tout cas pour que l'économie soit rendue plus largement accessible, il faudrait que les économistes aient davantage à cœur de diffuser leur savoir, de le vulgariser. Vulgariser, ce n'est pas vulgaire, au contraire, ça permet de tourner l'économie vers ceux à qui elle est utile, mais ils ne sont pas incités à le faire. Donc on peut le faire en dépit du manque d'incitation, d'accord ? Mais bon, voilà, il faut le faire avec les avantages et les inconvénients que ça. Alors, pour rebondir par rapport à ça, en revanche, d'un point de vue d'un certain nombre de décisions collectives, on va aller chercher l'expertise des économistes pour essayer d'étayer des orientations, qu'elles soient politiques, mais même en fait de manière plus générale. Donc c'est assez étonnant qu'on consulte la communauté scientifique, mais que derrière, alors qu'on est sur un prisme de choix collectif, on ne fasse pas l'effort d'expliquer peut-être plus en avant en fait ces éléments-là. Et là, je vais me tourner un peu plus vers toi, en fait, Emmanuel. C'est que si on se dit par quel premier canal, en fait, on veut essayer de diffuser, justement, et il reste encore aujourd'hui majeur, malgré, on va dire, ces mutations de la plateformisation des réseaux sociaux, les médias demeurent aujourd'hui encore, qu'ils soient radio, qu'ils soient télé, qu'ils soient presse. Il suffit juste de voir dans la presse nationale la place qu'occupent les pages consacrées à l'économie par rapport à d'autres sujets que peuvent être sociétaux, environnementaux. L'économie, c'est un gros vecteur quand même d'éléments. Si on prend, on est dans un musée Citéco, nous, on a l'économie d'une part, de l'autre côté, il y a la culture. Je veux dire que dans un journal comme Le Monde, la culture, c'est une demi-page, l'économie, il y a 2 pages et demie. Donc on voit très bien l'importance qu'on apporte. Et la question qui peut se faire, c'est comment les médias qui sont, eux, dans le traitement de l'information, comment vous, toi, avec l'AGEF, dans cette réflexion, on travaille à décrypter, parce que c'est un terme qui est fortement utilisé, et de permettre de comprendre ce qui est en train de se passer économiquement dans ce qu'on pourrait dire être aujourd'hui, c'est quasiment du bruit. L'économie, c'est énorme. Et comment, en fait, cela se fait dans de rendre accessible l'information et de rendre accessible ce qui s'y passe. Alors moi, ce qui me rassure, c'est qu'on est d'accord avec Rémi et Jézabel. On se retrouve. En fait, un journaliste, c'est quoi? Pardon, le terme est peut-être un peu vulgaire, mais c'est une éponge, un journaliste. C'est-à-dire, il faut qu'il soit, sauf à être éditorialiste ou à travailler dans un média engagé, ce qui existe et ce qui est légitime. Bon, personnellement, moi, je suis sur le service public, donc il faut que je sois au centre, et c'est normal, j'équilibre, je suis factuel, voilà. Grosso modo, ce que disait Rémi, c'est que pour rendre l'information économique accessible, il faut se mettre à la hauteur des gens, c'est-à-dire les écouter, comprendre, voir l'évolution de la société, etc. Ensuite, il y a la manière de dire, et là je rejoins ce que disait Jézabel. Moi je constate plutôt un changement justement. Il y avait ce côté très académique des économistes qui étaient gardiens de leurs privilèges, entre guillemets, très jaloux de leurs prérogatives. Je pense qu'aujourd'hui, les médias, la multiplicité des médias, on voit les plateaux, je ne parle pas des réseaux sociaux, on va y revenir parce que ça c'est autre chose, mais on voit une multiplicité des médias et donc il faut alimenter les plateaux ce qu'on appelle les chaînes d'information en continu. Quand vous avez des émissions de 3 heures qui s'enchaînent, il faut boudiner les invités. Donc parfois il y a des économistes dignes de ce nom, d'autres qui le sont peut-être peu moins. Donc c'est un peu compliqué. Et c'est là où je rejoins ce que tu disais, Jézabel, c'est que en gros, effectivement, il y avait cette, non pas une caste, mais il y avait ces
économistes soucieux de leur science, entre guillemets, et aujourd'hui, ils sont obligés de s'ouvrir. Tu en fais partie. Alors tu dis, je souffre de la vulgarisation vis-à-vis de mes pairs, etc. Mais quand tu viens sur le plateau, voilà, c'est pas un secret, c'est très public. Jézabel vient environ une fois par mois sur Les Informés de l'Écho à France Info. C'est une émission double diffusée radio-télé. Tu vulgarises. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas un mot vulgaire, effectivement, que d'expliquer les choses. La vertu des crises financières qu'on a connues, c'est que tout, et c'est ce que tu disais, Rémi, chaque Français, les Françaises et Français, on se lève le matin, on est toutes et tous un acteur économique, qu'on ait un job ou qu'on n'en ait pas. Donc on va chercher à comprendre, quoi. Et il y a une appétence du grand public, des auditeurs, des lecteurs, pour l'information économique. On l'a noté depuis la crise des subprimes, en fait, depuis 2008. On s'est réveillé un matin, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. Il y a une banque qui ferme. L'économie mondiale, à cause d'une banque, est en train de péricliter. Moi, j'ai de l'épargne, aussi petite soit-elle, avec mon livret A, etc. Est-ce que je vais être spolié? Et donc, à partir de ces années-là, eh bien, les Français se sont intéressés à l'économie. Et dans les médias, ça s'est traduit, alors bien après, une radio comme, par exemple, RTL, pour ne pas la citer, qui est une radio vraiment grand public, jamais une radio comme RTL n'aurait ouvert un journal de 18h ou de 13h avec la politique monétaire américaine. Or, elle le fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que des taux d'intérêt dépendent de l'épargne voilà, du citoyen, de la citoyenne lambda. Donc, nous mettre, vraiment, écouter, être à l'écoute des gens, être à l'écoute des demandes, être à l'écoute des changements de la société, se mettre au niveau et surtout ne pas jargonner. Et c'est là où je remercie beaucoup les économistes d'avoir fait beaucoup d'efforts là-dessus, c'est de ne pas jargonner. C'est-à-dire que le PIB, point de PIB, qu'est-ce que ça veut dire un point de PIB? Bon, bah oui, c'est 1%, un point de PIB, le produit intérieur brut, qui représente la richesse nationale produite dans l'année par l'économie. Point de PIB, ça ne veut rien dire. Bon, voilà. Donc il faut souvent revenir vers les économistes sur les plateaux pour ça. Se mettre au niveau, ne pas jargonner, et puis après, c'est que ce soit en presse écrite ou en radio et en télé, c'est écrire serré, parce qu'on a très peu de temps pour dire beaucoup de choses. C'est très frustrant. Très frustrant, on sort toujours d'un papier, on se dit bon, j'ai même pas dit le quart de ce que je devais dire, et en fait le contrat est rempli parce que voilà, je veux dire, moins il y a de mots, mieux c'est. Justement, du coup, ça va rebondir un petit peu. Nous à Citéco, donc on produit des vidéos en ligne. On avait fait pendant très longtemps des vidéos, entre autres pour les réseaux sociaux, mais pas que, de 5 minutes. Le nouveau format aujourd'hui est 2 minutes 30, même on vient de nous dire en fait 1 minute 45. Donc là, on voit cette compression du temps qu'on veut prendre en fait par rapport à l'information. Et c'est là où j'aurais une question un peu à tous les trois en même temps. Les subprimes en 2008, le Covid, puis la guerre en Ukraine, la question de l'inflation, où au passage, pour information, Citéco est un peu mis en porte-à-faux parce que comme c'était un sujet qui n'était pas si majeur que ça en 2012, 2015, 2018, quand le parcours a été fait, on avait largement diminué la part de l'inflation et de la construction de la mécanique de l'inflation. Donc on s'est retrouvé, nous, la Cité de l'économie, à ne pas avoir le sujet inflation bien traité dans le parcours. Bon, voilà, ça fait partie des petits détails. Donc on a fait une vidéo de 2 minutes 30, c'était le nouveau format. Mais à l'ESCP, il y a eu un sujet de concours en 2021, un monde sans inflation, point. Voilà. Et c'était les économistes qui pensaient qu'il n'y avait plus d'inflation. Et toute cette mécanique-là, on se dit, bah oui, effectivement, on voit les impacts, on comprend aussi vers où l'économie peut nous amener, collectivement, individuellement, on en est touché. Donc, mais ça signifie est-ce que ça veut dire juste, on s'intéresse plus parce qu'on en parle plus, ou comme tu le disais, Emmanuel, est-ce qu'on en parle plus parce qu'on sait que ça intéresse plus? Qui fait, on va dire, c'est un peu, on va dire l'œuf et la poule. Est-ce que c'est parce que l'économie pèse beaucoup plus aujourd'hui dans l'actualité qu'on s'y intéresse plus? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi dans son traitement? Parce que on est aujourd'hui en train d'aborder des choses qui sont assez complexes, dans des mécaniques, dans des choses comme ça. Et comment réussir à faire que médiatiquement, dans une vulgarisation de recherche scientifique, dans une vulgarisation grand public, on puisse aborder ça. C'est-à-dire, ils sont intéressés, il y a un vrai intérêt, il faut traiter de l'ensemble des sujets qui sont divers et variés. Comment, en fait, qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui dans la relation même, en fait, avec des lecteurs, avec des chercheurs, avec des élèves, avec des auditeurs? Parce que, en fait, il faut se positionner sur ces sujets-là. Est-ce que ça a vraiment changé, ou c'est peut-être parce qu'on en parle plus qu'on a l'impression qu'on s'y intéresse plus? C'est la question que je me suis un peu posée. Alors juste peut-être pour... c'est vrai qu'il y a des moments... Là, on vit un moment en ce moment. Il y a le moment 2008, on sait que c'est les premières journées de l'économie. D'ailleurs, on voyait qu'il y avait une sorte de gravité, plus ou moins, mais il y avait une certaine gravité en fait dans les premières conférences en 2008, je me rappelle. Et puis en même temps, dans le lancement de Citéco, il y avait ce projet-là, vraiment
d'adresser ces questions-là. Mais ça, c'est le côté, je fais une réponse d'économiste, il y a le côté conjoncturel, il y a le côté structurel. Et d'abord, bon, il y a des économistes qui ont parlé d'économie, qui ont vulgarisé. Il y a Jean Fourastier en France, on va en parler quand même, qui a été un très grand vulgarisateur, qui a écrit le livre sur les 30 Glorieuses, etc., etc. Il y a eu Daniel Cohen, qui est hélas disparu. C'est vrai qu'on peut les compter quand même sur les doigts d'une main. Voilà. Il y a Jésabel. Mais bien sûr, il y a un aspect pour moi il faut revenir quand même à quelque chose de structurel. C'est qu'en fait, et c'est quand on a créé le Printemps de l'économie avec Pierre-Pascal Boulanger, il y avait cette idée que la méconnaissance en économie est vraiment un des dangers principaux pour la démocratie. Alors, il faut travailler ça de manière structurelle et indépendamment des moments de crise qui amènent, parce que dans ces moments, la crise en grec, ça veut dire un moment de révélation, un moment qui révèle quelque chose, mais elle révèle quelque chose qui était déjà là. La crise de 2008, elle a révélé qu'il manquait de régulation sur la finance, on le sait. Et donc cette crise-là, voilà, mais on voit bien que de manière structurelle, l'absence de crise ne doit pas conduire à alléger les régulations. Et là, Jésabel sera d'accord avec moi. Et on voit bien que de ne pas voir, de vivre juste les instants présents en se disant, là maintenant, bien sûr que It's the economic stupid, disait Clinton dans les années 90. Non, c'est toujours important. Et de manière structurelle, en fait, on a besoin de comprendre. Alors après, il faut avoir aussi la modestie de comprendre que malgré tout, on peut avoir des connaissances en économie et, j'allais dire, voter contre ses propres intérêts. Parce que les citoyens, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et aujourd'hui, parmi les grandes interrogations qu'on peut se poser, c'est pourquoi, en fait, les catégories les plus défavorisées ont voté, par exemple, Trump, qui fait un programme qui est manifestement contre leurs intérêts économiques. Mais en même temps, on voit bien que si on n'a pas fait ce travail-là d'expliquer qu'est-ce que c'est, nous, donc je parle de nous parce que j'ai été prof au lycée auparavant et que je fais ce travail-là encore avec des manuels, qu'est-ce que c'est que les revenus primaires, qu'est-ce que c'est que le revenu disponible véritablement dont bénéficie un ménage, une fois qu'on prend en compte à la fois l'importance des prélèvements, bien sûr, mais aussi de ce qui est redistribué et qui est gagnant, qui est perdant. Tout le monde est gagnant, enfin tout le monde bénéficie du système social, etc. Cette révélation que tout le monde bénéficie du système social, par exemple, elle est très importante pour orienter les votes. Alors nous, c'est pas nous qui disons enseigner l'économie ou ici un lieu de vulgarisation ou faire le travail de service public ou ce que fait Jésabel n'est jamais en fait un appel à voter pour un tel ou pour un tel. Mais c'est avoir les connaissances pour comprendre. On ne peut pas dire par exemple en France qu'il n'y a que les plus pauvres qui bénéficient du système social, du système de redistribution. Tout le monde en bénéficie. Et ça, c'est des connaissances en économie. Et après, on peut faire son avis et estimer qu'on doit aller dans un système qui ferait juste un filet pour les plus pauvres, par exemple. Alors, pour l'aspect strictement médiatique et journalistique, là je rejoins les deux mots, conjoncturel et structurel. Tu posais la question, est-ce qu'on fait de l'économie parce qu'il y a une demande ou est-ce que voilà, on y va volontairement? Structurellement, je disais qu'on était aujourd'hui submergé d'informations, de vecteurs d'informations. Il y a les chaînes d'information continue, les chaînes d'information et les médias en ligne, et puis surtout les réseaux sociaux. Et on s'est dit, oh aïe aïe, ça part dans tous les sens. Et c'est notre responsabilité de driver cette information, c'est-à-dire de ne pas donner la vérité vraie, enfin la vérité est à droite, à gauche, elle est chez les orthodoxes ou les hétérodoxes, etc. C'est pas ça du tout, c'est de dire, pour nous, alors qui plus est médias de service public, c'est de canaliser le débat économique, structurer le débat économique, c'est très important parce que quand vous avez des hommes politiques, je ne citerai personne, mais qui confondent mais chiffre d'affaires et bénéfices, c'est compliqué. Quand on appelle à des fonctions, pas suprêmes, mais des responsabilités politiques et qu'on mélange le b.a.-ba, je veux dire, il ne faut pas savoir non plus lire un bilan d'entreprise, mais avoir un minimum de connaissances. Alors, j'accuserai pas l'éducation nationale, c'est pas le débat, et puis loin s'en faut, parce que ça, c'est un vrai sujet sur lequel on doit travailler ensemble, d'ailleurs, c'est très intéressant. Mais en gros, aujourd'hui, par exemple, à France Info, on a créé, vu ce besoin d'information économique, on a créé deux choses. Une agence interne à Radio France, puisque Radio France, ce sont 7 radios en tant que telles, avec France Inter, Info, Culture, Musique, etc. Donc à Info, on a une agence interne, c'est-à-dire que tout ce qui est fait par l'agence France Presse n'est plus forcément pour nous vérité vraie. On préfère retenir une information, c'est pas parce que l'AFP sort un urgent
qu'elle est automatiquement donnée sur nos antennes. Ça, je peux vous le certifier. On préfère à la limite prendre du retard sur une information et laisser nos concurrents donner un truc, mais nous, on préfère vérifier. Donc on a une agence interne et on va encore plus loin avec une agence de certification de l'information, c'est-à-dire qu'on doublonne la vérification de l'information. C'est pour ça que parfois, vous n'entendez pas une info chez nous et vous l'entendez ailleurs. Nous, on va la sortir peut-être après, on n'aura pas eu le scoop, on n'aura pas fait le buzz, mais on a préféré vérifier l'information. On s'est fait bananer dans l'affaire Ligonès, ça c'est clair. Tout le monde s'est fait avoir par une haute autorité de l'État, j'en dirai pas plus. Mais on n'aurait même pas eu l'occasion de pu vérifier, parce qu'il y a à partir du moment où l'information vient d'un certain niveau, on se dit, bon bah voilà, c'est haut, on tient de la bouche du cheval, on ne voit pas pourquoi on va aller vérifier derrière. Bon, et là on s'est fait avoir. Donc vérification, souci de pluralité de l'information économique, structurer le débat, et puis recadrer parce qu'il y a la multiplicité. Il y a les fausses informations, les fake news sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a les politiques qui s'emparent des débats économiques et qui aussi font pas le job à 100%. Je dirais, hein. Et toute catégorie confondue, on va récupérer un fait pour le déformer. Et puis, les gens qui n'ont pas forcément de culture économique vont plonger, quoi. Et ça, c'est une idéologie politique un peu dangereuse. Mais du coup, parce que Jézabel, toi qui donc vas sur les plateaux, parce que ça, il y a l'autre élément, moi je pense, qui est aussi à évoquer. On n'est pas d'accord entre tous économies par rapport à une analyse d'une situation économique. Tu disais, Emmanuel, toi tu organises des plateaux où tu vas en fait avoir ce qu'on appelle un débat contradictoire, constructif, pas de la polémique, hein. Le but n'est pas en fait de venir occuper 3 heures sur un média d'information continue à déblatérer des choses qu'on peut entendre aussi au comptoir en fait d'un café autour d'un petit noir. L'intérêt en fait de figurer du débat dans ces objectifs aussi, vous en tant que chercheur, je me tourne vers toi Jézabel, hein, c'est-à-dire de pouvoir être dans l'exactitude, savoir aussi qu'un débat c'est écouter ce que l'autre dit et en faire part en fait dans sa réflexion. Est-ce que ça participe pas non plus à rendre accessible d'un côté, parce qu'on se dit il y a plusieurs points de vue, et en même temps ça trouble le message parce que en fait, c'est des sujets complexes à certains moments. Donc la vérité, c'est pas juste c'est blanc ou c'est noir, mais en fait, on va être dans un gris, et ce gris, on ne va pas forcément en fait en discerner. Est-ce que cette fonction de débat, qui est certainement vraiment le lieu en fait de l'université, si on l'attend là, comment en fait il se retranspose en fait face au grand public, dans les médias, dans ces éléments-là? C'est une question clé parce qu'effectivement, c'est assez ambivalent le débat. Il est important, je pense, de donner à voir les différents angles de vue, les différents types d'analyses, et selon que on va plutôt regarder du côté de l'offre ou du côté de la demande, du côté des salariés ou du côté des employeurs, du côté de l'entreprise banque, où on a une vision plus macro de la stabilité d'ensemble du secteur bancaire. On ne va pas du tout déployer la même analyse. Et donc, il est important de faire comprendre les différents angles de vue. Et en même temps, il est vrai que quand on réunit sur un même plateau différents angles de vue, forcément, ça va rendre aussi un peu le propos plus cacophonique. Il va être difficile sur le moment de comprendre ou de discerner qui a tort, qui a raison, ou en tout cas de ramener le propos à un certain point de vue. Et donc, c'est compliqué, je pense, c'est compliqué pour les journalistes, pour les émissions télé, etc., de faire vivre le débat. Parce qu'il y a cette tyrannie du temps court aussi. Hein, la dictature de l'immédiateté. Voilà, la dictature de l'immédiateté, du temps court. Il faut expliquer... il faut arriver à expliquer les choses en un temps très court, il faut les écrire dans des formats très courts, et ça laisse peu de place en fait à la nuance, à la mise en parallèle des différents angles de vue, alors que je pense s'il y a bien quelque chose qui devrait réunir les économistes, en fait, quand ils fournissent une explication, c'est ça dépend. Ça dépend de quel angle de vue on prend. Parce que justement, c'est le ça dépend, c'est là en fait où on va passer dans ce terme. Alors, on avait une micro-discussion avant de commencer cette table ronde. Est-ce que démocratisation économique vaut mieux que vulgarisation économique?
ils ne sont pas d'accord. Donc on va dire que la démocratisation ou la vulgarisation économique, elle passe aussi, et là je vais me tourner vers toi Rémi, parce que le grand cours d'économie, il ne s'adresse pas à un élève, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse parce que si on veut faire rentrer les gens dans un débat, forcément, où on est contraint par le temps, où il faut pouvoir réussir à exposer justement cette diversité, on va dire presque avec une petite pointe d'humour, en même temps ce sujet est cela et cela. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments, il faut quand même se dire où en sont les gens qui écoutent ces débats, et donc comment en fait on passe de « je suis un enseignant en prépa » à « je fais en fait un ouvrage qui s'appelle le grand cours d'économie qui doit s'adresser à tout le monde ». Alors, je précise aussi que je fais des manuels pour le lycée, donc en seconde, première, terminale, etc. Donc je fais pas. Et donc, voilà. Donc oui, ce livre-là, il s'adresse à. En fait, moi, j'aime pas le terme grand public, parce que je crois d'ailleurs que moi, c'est quelqu'un qui était responsable des publics à Citéco avant qui m'a dit on n'utilise pas cette expression-là. On utilise l'expression il y a des publics. Et donc là, il y a des publics parce que vous êtes assez différents toutes et tous, je sais pas. Et donc, en effet, comment s'adresser au plus grand nombre, autrement dit, avec cette variété de publics, avec des niveaux de connaissances différents, des niveaux de langage différents. Donc, la question du langage, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que pour expliquer l'économie, il va falloir trouver une accroche, ça c'est le point commun avec les journalistes, c'est qu'il faut trouver, par exemple, nous pour parler de qu'est-ce que c'est que produire, d'accord, on a démarré par, en fait, donc c'est le concept de valeur, nous on avait en tête déjà la théorie, c'est ok, il faut parler de la valeur ajoutée, et on démarre par notre ami Picasso, en fait, il faisait des grandes agapes en Provence, et un soir il veut inviter tout le monde, puis il dit au serveur, écoutez, j'ai pas d'argent, si vous voulez, je signe sur la table, enfin je fais une colombe plutôt. Et le serveur il dit ok, mais vous pouvez signer peut-être. Il dit ah non, là j'achète le restaurant. Okay. Et donc là, on déroule cette histoire-là pour raconter que, évidemment, Picasso est un peintre à forte valeur ajoutée. Puisque, en fait, avec une nappe et un crayon, moi, si je vous fais une colombe là, je suis à très faible valeur ajoutée. Évidemment, même sans signer, même avec la signature. Enfin, c'est vraiment... etc., etc. Et à partir de là, en fait, ça fait partie... C'est des métaphores, c'est des histoires qu'on raconte avec Renaud, parce que j'ai un co-auteur, donc Renaud Chartoir, il faut le citer toujours. On est habitué, quand on est enseignant, quand on a été enseignant dans le secondaire, à raconter des histoires. Et je reviens sur le ça dépend, parce que justement, c'est un peu ce que disait Dany Rodrik dans son livre, où il parle de... Je n'arrête pas de dire ça dépend en cours. Je n'arrête pas de dire... Mais à la fin, donc, ça veut dire que pour expliquer quelque chose, souvent les modèles qu'utilisent les économistes, on peut les raconter sous la forme d'une fable. C'est comme une fable, en fait. Le corbeau et le renard, etc., etc. Là, imaginons, ok... donc il y a des fables qui sont totalement ésotériques. Imaginons que vous ayez une durée de vie infinie, donc le revenu permanent, etc. Mais imaginons qu'il n'y a que deux pays, c'est le Portugal et l'Angleterre. Imaginons ils font que du vin et du drap, etc. Qu'est-ce qui se passerait? Et puis après, on va essayer de complexifier, etc. etc. Et bien sûr, de quoi ça va dépendre l'intérêt à l'échange international? On voit quand même, ça nous fait apparaître quelques variables. De quoi dépend l'intérêt à commercer? Ça va dépendre notamment du prix relatif de ce qu'on vend. Et donc là, on peut faire intervenir ça. Et on ne peut pas tout raconter en même temps, il faut limiter le propos. Et l'intérêt des modèles, c'est ça. On limite les propos. Après, la difficulté qu'on a, c'est que la fable n'est pas la réalité. Et il faut boucler avec, et qu'est-ce que ça nous dit de la réalité? Mais bien sûr, dans la réalité, c'est plus compliqué, et il y a d'autres variables qui jouent. Voilà. Et du coup, je me retourne vers toi, Isabelle. Comment on choisit un sujet? Parce que tu es auteur de livres également, donc de vulgarisation, avec le souhait, ce ne sont pas des livres de queue pour les spécialistes. Et comment tu choisis tes sujets? Comment tu structures en fait ces ouvrages qui sont un peu, on va dire, l'objet de vulgarisation qui permettra de re-rentrer dans ces débats, re-rentrer dans ces questionnements, permettre d'affiner. Comment tu vas choisir un sujet? C'est dans ton champ de recherche, tu dis tiens, mais ça a une vraie actualité. Comment tu fais pour sélectionner, on va dire, le thème du livre, son axe, etc. Les sujets sont nécessairement dans mon champ de recherche. C'est-à-dire que je n'imagine pas faire un livre sur un sujet qui serait très, très éloigné de mon domaine de compétences, de connaissances. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de partager, de transmettre, de faire comprendre des sujets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai réfléchi, j'ai produit des travaux de recherche. Et après, il s'agit en fait
de transmettre ça, de diffuser, de vulgariser. Moi, j'emploie le mot vulgariser et je n'ai pas peur de l'employer parce que je ne trouve pas du tout le mot vulgaire. Mes ouvrages vont nécessairement porter sur la banque, sur la finance, sur la monnaie. Alors parfois, il peut y avoir, je dirais, une volonté d'élargir un peu le propos. Je me souviens par exemple quand on avait fait avec Marianne Rubinstein l'économie pour toutes. Alors l'économie pour toutes, on était justement parti du constat que l'éducation économique et financière est faible et que quand on interroge des hommes et des femmes sur justement leur niveau de culture économique et sur le sentiment qu'ils ont par rapport à ça, eh bien le retour, c'est que les femmes se sentent encore plus ignorantes que les hommes en la matière. Et on se disait qu'il était important, dans une société qui malgré tout change, pas assez, mais où les femmes progressivement occupent davantage un peu plus de place, pas encore toute la place qu'elles devraient prendre, mais il est important qu'elles s'emparent des sujets économiques. Et donc là, notre parti pris, c'était de dire il y a quand même un sacré problème avec la forme, avec le jargon des économistes, avec le langage des économistes qui, comme c'est un domaine qui est largement encore dominé par des hommes, eh bien, le langage est lui-même masculin. Eh bien, prenons l'économie au féminin, parlons de l'économie au féminin, travaillons la forme au féminin. Et donc là, on a essayé au fond de tirer un peu je dirais de tirer profit de tout l'effort que déploient les journalistes quand ils... Parce que eux, ce qui leur importe, c'est vraiment la forme. Et nous, on sait, bien sûr, mais justement, on ne doit pas opposer les deux. C'est-à-dire que la forme, c'est ce qui permet, évidemment, d'accéder au fond, mais il faut quand même savoir, et ça, je répète un peu ce que je disais tout à l'heure, mais beaucoup d'économistes ne sont pas très attachés à la forme. À la rigueur, si ça se comprend trop bien, ça les gêne. D'accord ? Donc là, on avait fait la démarche, on avait pris la démarche un peu opposée pour essayer de rendre vraiment le propos accessible à tous. Alors, bien sûr, on était parti de nos sujets d'intérêt, donc il y a un prisme quand même avec beaucoup de sujets banque, monnaie, Europe. Marianne travaillait pas mal sur l'immobilier, donc il y avait également l'immobilier. On avait élargi un petit peu, mais je crois que c'est à peu près la seule fois où j'ai élargi autant avec L'économie est un jeu, qui était une petite collection chez Librio. Et c'était assez drôle parce que c'était sous forme de quiz. Et donc il s'agissait dans les réponses au quiz de construire au fond après un chapitre cohérent. Je trouve assez intéressant d'ailleurs d'essayer de varier les supports pour travailler sur la façon de s'exprimer, travailler sur le langage et rendre le propos le plus accessible possible. Mais il faut que tout ça s'appuie sur la recherche, vraiment, quand on est économiste en tout cas. Avant de répondre à la question concrètement comment on choisit les sujets, je vais tout à fait dans ton sens. On en a déjà parlé d'ailleurs. Quand on construit une émission, on essaie d'équilibrer la parité, etc., ce qui est normal, la diversité, etc. Le problème, je peux vous le dire, c'est qu'on a du mal à trouver des économistes femmes. Il y a un déficit d'économistes femmes, peut-être un problème de formation, etc. Bon. Et avantage pour mesdames, contrairement à ces messieurs, c'est que les économistes femmes ne viennent pas si elles ne maîtrisent pas le sujet. C'est tout à leur honneur. Parce que toi, tu es spécialisé dans tes trucs, les monnaies, etc. L'information, c'est l'actualité qui vient à nous, que ce soit en presse écrite, en radio ou en télé. L'actualité tombe et on doit l'expliquer. Et c'est là où on va constituer les plateaux. Moi, j'appelle demain Jézabel pour faire une émission sur l'inflation. Enfin, je veux dire, toi, tu étais polyvalente, mais tu es plus à l'aise quand on t'appelle dans ta zone de confort.
c'est évident. L'inflation, ça reste dans mes cordes. Oui, voilà, exactement. Donc c'est un mauvais exemple. Bon, mais tu vois qui tu invites. par contre, je peux vous dire que les hommes, alors là, vous mettez 1 euro dedans, ça part tout seul. Hein. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les toutologues, d'ailleurs. Voilà. Donc vous avez les toutologues, que ce soit l'industrie de la choucroute en boîte ou la politique monétaire américaine, ils auront toujours, ils ont un avis sur tout. Bon, voilà. Je ne dis pas qu'il n'est pas pertinent, mais enfin, il y a un moment où il faut quand même, et le mérite des économistes femmes, c'est justement de vouloir intervenir sur les champs de compétences. Sur le choix des sujets, j'y reviens rapidement. C'est l'actualité qui vient à nous. Par exemple, moi, l'édito que j'ai le matin sur France Info du lundi au vendredi, ça s'appelle le bruit féco. J'ai 1 minute 50 d'antenne. Bon, pourquoi 1,50 ? Parce qu'on est dans un quart d'heure, on est 3 chroniqueurs dans le quart d'heure, entre 6h50 et 7h. Entre 6h45 et 7h. Si le moindre journaliste, s'il y en a un qui déborde de 15 secondes, l'autre de 10 secondes, l'autre de 20 secondes, c'est la météo de 45 secondes qui est sifflée. Donc, le choix du sujet, l'actualité, on le décide la veille en fait. Moi j'écris, on décide le sujet la veille entre 17h et 18h avec la rédaction en chef. Après je me mets à construire la trame de l'interview, de la chronique. Et après j'écris. Je passe des coups de fil, j'appelle des économistes, les patrons, les politiques, etc. Pour, on va dire, 2 minutes d'antenne, c'est 3 heures de boulot, minimum. Minimum, parce qu'il faut écrire, encore une fois, serré. Et c'est là où c'est très frustrant, c'est comme un économiste qui voudrait dire plein de choses, mais on ne lui donne pas le temps de le dire, le journaliste, pareil. Et on sort de là, on se dit, bon, j'ai dit le quart de ce que je voulais dire, mais en fait le pari est tenu. Mais les 2 minutes, enfin les 1,50, je peux vous dire que parfois vous avez un rédacteur en chef qui est en régie, vous avez un casque sur les oreilles, et le rédacteur en chef, il appuie sur le bouton, il dit, bon, t'enlèves le 2e paragraphe. Et ça, en direct. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas tout intégralement à la virgule près, on improvise un peu, et il y a un truc qui jarte en direct parce qu'on n'a pas le temps. Donc là, on se dit, oh, c'est quand même une idée principale. Vous voyez, il y a la pression du temps, la pression du timing, d'où la nécessaire maîtrise de l'écriture en amont et d'un choix vraiment très, très judicieux en termes des angles. Ça, c'est très important, choisir un angle. Et c'est justement parce que le dernier, parce qu'après, on va pouvoir prendre quelques interactions. Une dernière question, c'est qu'il y a les livres, il y a la radio. Aujourd'hui, il y a des podcasts, il y a les réseaux sociaux, il y a l'IA, parce que c'est une des vraies questions. Je cherche une information économique par rapport à l'actualité. Je ne vais pas forcément ouvrir la radio, je ne vais pas me précipiter dans un livre de Jézabel, je ne vais pas aller voir en fait, le fondement en fait, dans le grand cours d'économie. En fait, je vais taper ma requête. Alors avant, on disait sur G, maintenant, en fait, je vais même sur chat, pour ne pas donner de nom, et je vais poser ma question. Et du coup, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher l'information dans les canaux où on peut débattre, où on peut avoir la pluralité, on va avoir, même si c'est construit, on comprend bien qu'il faut toujours faire une synthèse, sinon on a l'impression que les économistes pourraient tous faire la richesse des nations, très long, je vous invite à l'inviter de lecture, mais quand même, sur ça. Du coup, comment on fait avec les nouveaux réseaux ? Et alors toi, Rémi, tu as décidé, tu as dit, bon, je sais qu'ils vont aller par là. Alors, est-ce que c'était par rapport à tes étudiants ? Est-ce que c'est par rapport aux gens ? Et du coup, tu lances une IA, un chatbot, où je vais pouvoir poser des questions et qui me répond du coup ? Au départ, en gros, parce que voilà, les enseignants, on tâtonne tout le temps, on essaye, voilà, et je suis en lien avec des gens parce que j'ai fait beaucoup de... Pareil, moi aussi, j'écris des textes très courts, tout ça, que ce soit pour les manuels, et Dessine-moi les cours régulièrement, en fait, ils me demandaient... Alors moi, donc, et je pense que c'est un point commun avec Emmanuel, nous, on n'est pas des chercheurs, on n'est pas des scientifiques, enfin voilà, formation en économie quand même, etc. Et moi, j'écris sur des choses dont je ne suis pas du tout le chercheur. Par contre, je ne prétends pas produire des connaissances, je suis un utilisateur, moi, je suis un lecteur, je lis Jézabel, je lis Aguillon, j'en pense parfois, ça dépend, etc. Je lis Tirole, je lis machin, etc. Je lis des articles en anglais aussi. Mais à la fin, voilà, je dois transmettre quelque chose. Alors c'est vrai que le public en prépa ou le public au lycée, c'est pas la même chose, etc. Et là, moi, j'avais toute cette montagne de textes qui n'ont jamais été publiés. C'est mes cours. Mes cours, le moindre cours, c'est 30 pages, quoi, et je ne sais pas combien de chapitres. Puis depuis des années, je me dis, mais tout ça, c'est de la connaissance. Quand même, malgré tout. Et là, en discutant avec des gens de SIDO qui sont à Lyon, qui font des Dessine-moi l'éco, etc., qui font de la formation en entreprise, et ils m'apprennent plein de choses. Je lis leur liste de diffusion, c'est toujours très intéressant. Il me dit, ouais, tiens, il y a un outil qui s'appelle POI, apparemment, on peut créer son propre chatbot. Je dis, quoi ? Mais parce que moi, ils interrogent ChatGPT. Et ChatGPT raconte tout et rien, et c'est pas... Et donc ça veut dire, je regarde le truc, oui, je peux mettre mes documents, et ça interroge ma base de données.
et non pas une base de données, etc. Donc ça veut dire que quelque part c'est sourcé. Alors je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Bah, voilà, personne, je ne suis pas un surhomme. Hein. Voilà, il y a Captain Economics qui est très fort, mais moi je suis moins fort. Mais derrière, en fait, c'est quand même assez sourcé. Puis ça a été lu, relu, parce qu'à chaque fois que moi je redouble tous les ans. Hein. Donc à chaque fois je modifie, je complète. Et finalement, en fait, ça donne un truc qui est assez efficace. Et moi je le travaille avec des étudiants où en fait on essaie de voir les imperfections, bien sûr. L'idée c'est quoi? C'est que n'importe qui peut y accéder. Donc si on se pose une question sur qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de la politique monétaire en 2008, il donne la réponse. On peut lui demander en nombre de caractères, on peut même lui demander s'il te plaît, explique-toi dans un français très simple, avec très peu de concepts. Il va s'adapter parce qu'il y a un modèle de langage derrière qui est un ChatGPT. Hein. Mais par contre, la source des données, c'est moi. Voilà. Et donc ça veut dire que c'est un peu plus actualisé que ChatGPT aussi, parce que ChatGPT, en fait, dans les versions gratuites, s'arrête à un moment donné. Et donc là, moi, je mets en ligne régulièrement, je fais des formations sur la finance verte, par exemple, etc. Il y a des trucs sur la CSRD, des choses un peu pointues, etc. etc. Voilà. Mais c'est un outil, et moi, je suis très intéressé de savoir comment les gens s'en emparent. Isabelle, je crois que tu en avais parlé à des étudiants qui l'utilisent ou pas, mais surtout, en fait, je pense que c'est bien que des enseignants l'utilisent pour montrer à quel point aussi, parfois, il peut se tromper. Donc moi, quand je fais une dissertation avec ça, en fait, on l'utilise parce que les plans sont foireux. Et donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est un très mauvais vendeur. Oui, il n'y a rien à vendre, c'est gratuit. Et ce qui est intéressant, c'est l'apprentissage. L'IA va rentrer, elle rentre partout dans nos maisons pour faire des recettes de cuisine. Vous allez demander la quiche Lorraine, elle vous dit la recette, c'est facile. Mais en fait, il faut voir les limites en fait aussi derrière. Voilà. Oui, je l'ai testé, l'outil de Rémi. Donc, il est effectivement très très bon. Et pourquoi il est très bon? Parce qu'il est bien alimenté. Et ça nous ramène en fait à la difficulté de ces outils-là. C'est-à-dire qu'il nous faut fonctionner avec ces outils. Je pense qu'il ne s'agit pas de les rejeter. Il faut bien les utiliser, mais je crois qu'il faut comprendre avant tout que leur qualité et la qualité de la réponse dépend de la façon dont ils sont alimentés. Et ça, potentiellement, ça peut être un problème, parce que je pense à la petite phrase de Gandhi, vous savez, l'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se pratique et se multiplie. Le problème, en fait, avec ChatGPT et autres, c'est que si c'est alimenté de fausseté, ça répand, en fait, ça répand l'erreur. Donc, il faut arriver, et ça, c'est un peu ça fait partie de notre job, en fait, il faut arriver à identifier les bons outils, ceux qui sont bien alimentés. Celui de Rémi, le bot de Rémi est bien alimenté, ça en fait un bon outil, et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais voilà, il faut savoir en tout cas que ça change quand même assez notre rapport au savoir. Oui. C'est-à-dire que c'est pas très loin EcoBot. Oui. Vous tapez EcoBot sur un moteur de recherche, voilà. EcoBot, voilà, et vous mettez RJ, parce que j'ai mis RJ à la fin, voilà, etc. Ça rejoint la certification que tu évoquais oui. tout à l'heure, que vous avez mis en fait au sein de Radio France. Exactement. Alors ça, c'était bien antérieur à ChatGPT, comme tu disais. Et en gros, nous, journalistes, dignes de ce nom, celui qui se respecte, qui ne va pas sur... parce que notre objectif, c'est d'être fiable et d'être certifié, pour le coup, d'avoir une information réelle. On va nous-mêmes à la source. Un vrai journaliste, il recoupe 3 fois une information, 2 fois ou 3 fois pour avoir le truc. Celui qui ne recoupe pas l'information, c'est pas un bon journaliste. Ça, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a une info qu'on va la donner. Certains médias le font, mais un vrai journaliste, il recoupe, il appelle, bon. Et donc, que ce soit chat, machin ou truc, nous, c'est un piège pour nous, parce qu'en fait, on va copier, on va faire un copier-coller, on va dire une bêtise, et puis ça, on va être entaché par cette bêtise très longtemps. Voilà. Donc, pour nous, c'est un problème. Je pense qu'au niveau hiérarchie, ils vérifient... alors, je ne pense pas qu'il y ait des bases de données dans les médias où ils recoupent les papiers des journalistes avec ce que dirait ChatGPT, etc. Mais on est très sensibilisé à ça. Mais même d'un point de vue personnel, ça n'a aucun intérêt pour nous. Alors, peut-être pour des recherches de base, mais pas pour construire un papier, pas pour construire une chronique, pas pour construire un raisonnement. C'est notre raisonnement qui compte, c'est notre valeur ajoutée. On parlait de valeur ajoutée tout à l'heure. La valeur ajoutée d'un journaliste, c'est sa création. Et encore une fois, éponge, on écoute et on restitue le propos de l'économiste, du politique, etc., dans un souci d'équilibre. Ce que cherchent en fait à faire tous les acteurs de la démocratie, vulgarisation économique, que vous puissiez construire en fait ces questions et essayer en fait d'y trouver une partie de réponse. On a été un peu plus long, mais peut-être que vous avez du coup des questions
Alors ne faites pas un prompt, mais mais vous pouvez quand même prompter un petit peu, c'est-à-dire dire qui vous êtes et votre question. Parlez comme ça. Parlez de... Normalement, vous avez un petit bouton rouge devant. Ça marche, super. François-Xavier Yon, je suis dirigeant d'entreprise depuis mon plus jeune âge. Mon propos est sur la formation des profs d'économie et d'histoire géo. Vous n'en avez pas parlé. Aucun mot. Alors, je vais d'abord titiller, monsieur le journaliste. Vous parliez des hommes politiques avec leur niveau d'économie assez lamentable. Votre copain, Thomas Porcher, qui lui aussi mélange allègrement le capital... C'est pas mon copain, c'est un économiste. Moi, je ne suis pas économiste. Alors, et puis pour le coup, vous ne pouvez pas lui reprocher sa formation à Thomas Porcher. Il est docteur en économie, il enseigne l'économie dans une école. D'accord. Formidable. Ça veut dire que... Vous parliez formation, je vous dis sa formation. D'accord. Chaque fois qu'on l'entend parler, il mélange le capital et la trésorerie. Il est persuadé que Bernard Arnault a 140 milliards sur un compte bancaire. C'est quand même difficile pour un économiste. Je reviens sur la formation. J'ai trois enfants. Un jour, une de mes filles qui est revenue du collège ou du lycée m'a dit « Ouais, le communisme, c'est super. » Waouh! Et qui t'a dit ça? C'est mon prof d'histoire géo. 2 ans plus tard, prof d'éco, qui lui disait que, en fait, une réussite intéressante était d'être fonctionnaire. On ne peut pas exclure que ça soit bien. Hein. Mon père a été 37 ans et demi fonctionnaire, voilà. Je ne reviendrai pas dessus. Mais ça a quand même réduit. Et là, vous n'avez dit aucun mot sur la formation des profs. Et je terminerai juste par une phrase. Par curiosité, allez suivre des cours à la fac d'économie de Nanterre. Je les connais bien. Hein. Ouais. En fait, la raison pour laquelle on n'a pas abordé justement à la fois la formation des profs en éco et l'enseignement en fait en sciences économiques aujourd'hui telle qu'elle est faite dans le système de l'éducation nationale, c'est tout simplement qu'on travaille dans la démocratisation à faire que le bac ES aujourd'hui, hein, donc la spécialité économique et sociale, n'est pas en fait la plus prise par les élèves. C'est-à-dire qu'il y a en fait... non, il y a une partie, mais je veux dire, il y a toute la section littéraire, il y a les formations pro, il y a la partie scientifique. Et si on remonte un tout petit peu dans le temps, à l'origine aussi en fait de ce projet de la Cité de l'économie, où il y avait encore ce qu'on appelait le bac ES, le bac S, la problématique que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, on a une problématique sociétale d'une méconnaissance en fait économique. Et cette méconnaissance économique n'est pas, on va dire, pleinement et entièrement rattrapé par l'éducation nationale et les parcours que certains élèves peuvent faire. Je veux dire, moi je ne suis pas d'une génération, moi si je suis vieux maintenant, mais vous pouviez traverser, aujourd'hui vous avez des gens qui ont 35, 40, 45 ans, qui n'ont peut-être jamais fait de sciences économiques, ou même s'ils l'ont vu un peu en histoire-géographie, n'ont pas du tout fait de ces éléments-là. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que quand on disait on commence à partir de 6 ans, je vais donner un exemple. Depuis seulement 2 ans, a été généralisé en 4e, ce qu'on appelle le passeport d'éducation financière, donc qui est quelque chose qui est sur 4 jours, qui commence à sensibiliser les élèves de 4e à des questions de revenus, salaire, gestion de comptes bancaires, relations de banque, etc. Ça a été mis en place et généralisé en 2023. Mais ça veut dire que avant 2023, toute personne qui fait une trajectoire en fait scolaire peut potentiellement ne jamais toucher aux sciences économiques, mais même ne serait-ce, qui est quand même quelque chose d'assez incroyable en France, de se dire comment je peux gérer mon budget personnel, quel est le schéma d'interaction que j'ai avec une banque, ne serait-ce que pour discuter un crédit. Et je vais vous donner juste une chose absolument incroyable de l'étude de 2005. Avait été demandé en fait quelque chose pour comprendre en fait le taux d'intérêt
sur un public de 4000 personnes en France et dans énormément d'États. C'est l'étude de l'OCDE. Sur le taux d'intérêt, la question n'était pas on vous fait un taux à 2,75 sur un prêt immobilier à 300. Non, c'était un ami vous dépanne de 20 € un samedi soir en fait dans un bar. Vous lui rendez le lundi matin 20 €. De combien sont les intérêts? 0, 20%, 1%, 4%. Bonne réponse, 33%. C'est-à-dire que 2/3 des gens ont mis donc un intérêt à avoir 20 € prêtés et rendre 20 €. Vous imaginez que ce sont des gens qui vont donc discuter à un moment avec un banquier sur le taux d'intérêt de leur prêt immobilier, ce qui laisse prémunir quelques petites problématiques. Donc, si nous n'avons pas en fait abordé la question de la formation en économie, mais c'est un bon sujet, je le note pour la suite ici à Citéco, c'est aussi de comprendre comment, en dehors du schéma peut-être simplement de l'éducation nationale, on peut en fait aussi venir à une information, se former, s'auto-former ou suivre des choses qui peuvent permettre de mieux appréhender justement les questions économiques et cette résonance qui est de l'état du monde ou d'une partie de la description du monde dans lequel nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas abordé ce sujet dans cette table ronde. Mais pour y répondre très très vite, la formation en économie, de manière assez générale, est faible parce qu'on n'enseigne pas suffisamment l'économie. D'accord ? On l'enseigne tard et assez peu. Ça a été dit plusieurs fois. C'est-à-dire que moi, j'ai pas les nombres en tête, mais il y a c'est simple. Vous avez sur une classe d'âge de 800 000 à peu près, en gros 2/3 vont dans le lycée général et technologique ou en seconde générale et technologique. Il n'y a plus qu'une heure et demie. Donc voilà, donc vous avez 2/3 qui fait 1h30 seulement à 15 ans, entre 15 ans et 16 ans. Et les autres, en fait, après, en terminale, on est sur à peu près du 20%. Mais la spécialité SES, dans le lycée général, c'est la plus choisie juste après les maths. Voilà. Non, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, parfois, certains, et encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser, mais certains enseignants ont du mal avec l'accueil de responsables d'entreprise au sein de l'école pour pour qu'il y ait non pas du prosélytisme pro-entreprise, mais il y a une barrière, c'est-à-dire non, le libéralisme, on n'en veut pas. Bon, alors, la difficulté, mais c'est un autre débat, pardon, je ne veux pas l'alimenter. En fait, c'est qu'on a du mal à trouver des chefs d'entreprise qui veulent venir, déjà, je peux vous le dire. Et sinon, mais moi je connais des mauvaises adresses où il y a des gens qui viennent délivrer un discours et qui a un discours très orienté et on ne voit pas pourquoi en fait il n'y aurait pas un syndicaliste qui viendrait aussi ou pourquoi des ONG ne viendraient pas, etc. etc. Et donc là on est sur certains acteurs qui jouent un rôle un petit peu partiel. Il y avait une autre question. Oui, bonjour. Moi j'ai été bachelier au début des années 2000. Mon chouchou c'était Schumpeter pour le coup, mais sauf que Schumpeter il m'a pas appris à ouvrir un compte bancaire, à connaître les taux d'intérêt, etc., etc. Et il se trouve que maintenant je travaille dans une assurance vie et on a une réflexion sur ce que c'est que l'éducation financière et qui en fait va bien au-delà du collège, etc. Et du coup, je voulais savoir, vous, quel est votre... et c'est vrai que la dernière fois j'étais chez mon banquier, je lui demandais quel était le rendement de l'assurance vie de la caisse d'épargne et la nana était incapable de me le dire. Donc voilà, quel est pour vous le rôle que peuvent jouer les acteurs économiques et plus particulièrement les acteurs de la finance sur ces choses-là, parce que l'économie c'est un mot quand même hyper large et c'est pas l'économie qui nous fait faire nos investissements, etc. etc. Il y a aujourd'hui en France en fait une stratégie nationale d'éducation financière, budgétaire et économique qui justement en fait se pose la question à la fois dans le cadre scolaire, mais aussi dans tout ce qui est, on va dire, en dehors de l'école ou du temps même d'éléments de formation, qui travaille avec énormément d'acteurs. Donc vous avez un pilote national qui est la Banque de France, mais en dessous, c'est plus d'une 50aine d'acteurs qui mènent des actions, entre autres au niveau des associations bancaires commerciales. Ils sont aussi en fait dans les modalités. Alors, nous, la Cité de l'économie, on est côté pilier, alors ça va faire très froid, mais on est pilier 4 sur l'éducation économique. Mais vous avez les 3 premiers piliers qui sont 1, 2, 3, qui sont éducation financière budgétaire, on va dire individuelle, et le pilier 5 qui est consacré là en fait à l'entreprise. Parce que ça c'est aussi une autre complexité qu'on a vu émerger et c'est un pilier qui est apparu un peu plus tardivement en 2019 de la stratégie qui avait été initiée. Donc effectivement le travail est énorme à réaliser.
C'est aussi pour cela que cette table ronde, elle représente ce que ça peut être, parce que tout le monde ne va peut-être pas se précipiter sur le grand cours de Rémi ou sur les ouvrages de Jézabel, ou écouter à 6h52, je sais un peu tôt, Emmanuel à la radio, mais c'est podcasté, vous pouvez réécouter sur le site plus tard. Mais, voilà. Je peux réagir à la question? Merci. Sur les questions bancaires et financières, il est précisément important que la vulgarisation, la diffusion de la connaissance viennent, je dirais, des économistes spécialisés sur ces questions, et qu'ils n'abandonnent pas totalement en fait la diffusion de ces sujets aux professionnels du secteur. Alors après, bien sûr qu'on peut essayer de les réunir, qu'on peut faire des débats, confronter les points de vue des professionnels du secteur, des représentants du secteur et des économistes, mais si quand on veut comprendre, par exemple, l'effet de la réglementation, l'effet des garde-fous qu'on met autour du secteur bancaire, si on veut comprendre ça simplement en écoutant un banquier ou un assureur en parler, on va avoir une vision un peu déformée des choses. D'accord ? On va avoir en fait une représentation des intérêts, et plutôt des intérêts de court terme d'ailleurs, du secteur, et on entendra la banque dire qu'il ne faut pas trop réglementer le secteur, qu'il ne faut pas trop d'exigences de fonds propres, sinon ça pèsera sur le crédit, sur le coût du crédit. On entendra beaucoup de blabla banque, pour reprendre l'intitulé d'un essai dont la rédaction m'avait pas mal amusé. Voilà, ce que je voulais répondre à votre question, hein, en soulignant tout l'enjeu qu'il y a à vulgariser les questions financières, les questions bancaires, monétaires, à les vulgariser en ne les abandonnant pas aux professionnels du secteur, même si, encore une fois, on peut entendre bien sûr leur vision des choses, mais il faut que les économistes aient à cœur de diffuser ces sujets-là, et il n'y en a pas beaucoup, on n'est pas si nombreux à travailler sur la monnaie, la banque, la finance, dans une perspective un peu macro, et en ayant à cœur de vulgariser ces sujets. Voilà. Et dans ce schéma-là, en fait, il y a deux éléments. Il y a, on va dire, une sorte d'aide aux consommateurs. Comment se retrouver quand on est ménage dans ce dialogue. Alors, il y a énormément de ressources qui peuvent être possibles. Je sais que la Banque de France avait fait l'ABC de l'argent, hein, Mes questions d'argent, qui permettent justement de savoir ce que signifie vraiment le mot qu'a donné le banquier. On peut effectivement se retrouver face à un banquier qui utilise des termes qu'il ne maîtrise pas forcément non plus, ça peut arriver. On va dire que c'est au hasard, vous pouvez très bien tomber sur un vendeur de vêtements qui ne connaît pas la différenciation de taille, ça peut être la même chose aussi. Cet accompagnement-là, il est important parce qu'on a tendance à croire qu'il faut faire de la prévention pour les gens qui sont dans des situations, par exemple, de surendettement qui pourraient tomber rapidement, alors qu'on part d'un état des lieux, pour reprendre aussi par rapport à votre question, monsieur, qu'on a une vraie méconnaissance. Et l'un des éléments qui ressort aussi de la discussion, c'est malheureusement, en fait, on ne va pas vous dire, vous allez sur tel site, vous allez avoir toutes les réponses et tout est carré. Ce qui veut dire qu'on est aussi à un moment où il va falloir savoir faire, et c'est un autre sujet, celui comment je gère en fait les informations, comment je les vérifie, comment je les compulse, qui me parle, comment il me parle, etc., pour essayer en fait de faire ces sommes-là. Donc, il faut confronter les vulgarisations d'ailleurs sur le sujet, c'est-à-dire que la vulgarisation opérée par le banquier, par l'assureur, ne sera pas celle de l'économiste, et ne sera pas celle non plus d'ailleurs de la Banque de France à Citeco. C'est-à-dire qu'il y a des angles de vue à chaque fois. Et Schumpeter est très bien. Hein. Il est très d'actualité, tout à fait d'actualité d'ailleurs. La destruction créatrice, enfin voilà, on sort du schéma bancaire. C'est plus du Haguion que... Oui, c'est disruptif. Oui. C'est la raison pour laquelle, juste pour revenir donc sur Citeco et puis fermer en fait cette table ronde, ce que nous construisons en fait ici, à chaque fois, il faut imaginer qu'il
derrière en fait le parcours et derrière n'importe quelle vidéo que vous allez voir en fait en ligne qui est postée ou quoi que ce soit, comme tout à l'heure ce qui était évoqué par rapport au cours, en fait il y a un conseil scientifique. Dans ce conseil scientifique, vous allez avoir 5 économistes, mais vous avez aussi des gens qui viennent du domaine bancaire, des gens qui viennent du domaine professionnel de l'entreprise et qui sont sollicités en fait sur cette production des contenus pour essayer d'avoir en fait, on va dire la position, alors pas neutre, parce que ça n'existe pas, mais qui offre le maximum de pluralité par rapport à un sujet. Vous avez des blocs débats, et Rémi on pourrait repartir sur notre conférence, des blocs débats sur certains sujets, sur les origines des inégalités, sur le marché carbone. Vous avez 2 économistes, ce sont des économistes, ce qu'ils disent est exactement vrai, mais va être divergent sur certains points, convergent sur d'autres. Et c'est là la problématique, c'est qu'on est sur une science humaine, donc on est sur une science molle qui pose ces éléments. Cette table ronde était la première d'une série que nous allons poursuivre dans les années qui viennent. Ce qui est très bien, c'est que du coup, j'espère vous revoir. Je remercie beaucoup Rémi Janin, Emmanuel Cuny, Jésabel Coupé-Soubéran. Le festival continue. Si vous voulez savoir ce que c'est de faire une thèse en fait en économie, 4 étudiants courageux de l'école économique de la Sorbonne ont relevé le défi lancé par Citeco, faire sa thèse en scène, un peu mode stand-up, pour expliquer par exemple pourquoi la pluie va peut-être poser problème aux banques, comme quoi la question de liquidité est toujours une problématique monétaire, mais ça je laisserai Jésabel en parler. C'est à partir de 19h dans cette salle-ci, le festival continue, vous avez de quoi prendre un peu de sucre, parce qu'il faut aussi alimenter le cerveau en carburant, du sucre, une boisson au café, et le festival en fait se poursuit encore aujourd'hui. Merci à vous et encore merci à nos 3 invités.